pense que ces questions sont fondamentales. This was the time when we came together to remake this great nation. Many colors, religions, and languages, but one government. We cannot continue to rely only on our military in order to achieve the national security objectives that we've set. We've got to have a civilian national security force that's just as powerful, just as strong, just as well funded. This liberal will be all about taking over, and the government running all of your companies. Our time to offer a new direction for this country that we love. When the Messiah speaks, He is the one. A better world order. The government running all of your companies. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre politique, ça n'existe pas, ça ne marche pas. C'est là où c'est scandaleux, on n'essaye même pas avant de dire que ça ne marche pas. Non, non, ça ne marche pas, on vous le dit, ça ne marchera pas. En apparence, encore une fois, c'est la bien-pensance, c'est les tabous moraux, c'est on se donne bonne conscience, c'est l'autre, la xénophobie, etc. Et puis aussi, avec cette politique d'image, il faut être tout sourire, il faut raconter un certain nombre de mots-clés, lisibilité, transparence, convivialité. On appuie sur un bouton et c'est les mots qui sortent, comme à l'époque des soviétiques, c'est une langue de bois, si vous voulez. La tentation de toutes les classes dirigeantes, c'est l'oligarchie. Le gouvernement en dehors du peuple. Le peuple est emmerdant, on est tellement mieux sans lui, donc il faut essayer de le débrancher des décisions. Qui structure une éventuelle pensée unique, c'est compte tenu de l'effondrement des idéologies, l'effondrement des utopies, le fait qu'on ne croit plus en grand-chose, etc., qu'on ne croit plus qu'on peut vraiment modifier la société, etc., c'est la réduction du débat à quelque chose d'extrêmement simple. Est-ce que c'est archaïque ou est-ce que c'est moderne? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Point final. Il n'y a plus d'autres critères que ça. Est-ce que le pouvoir va être effectivement confié aux mandataires de la volonté du peuple, ou est-ce qu'il va y avoir d'autres puissances qui, par exemple, dans les coulisses, le pouvoir des lobbies aux États-Unis ou à Bruxelles est extrêmement important, par le contrôle des médias, qui vont influencer beaucoup en France. La délibération, et particulièrement en France, où les principaux médias sont possédés par des milliardaires, par des puissances capitalistes. Ce qui passe sur TF1, sur M6, sur Canal+, dans Le Point, dans l'Express, dans Le Figaro et éventuellement dans d'autres journaux soit contrôlé, ça paraît tout à fait évident. Ce qu'on entend par pensée unique, c'est le fait de masquer l'idée même du choix. C'est quelque chose qui s'impose à nous parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est passé, si vous voulez, du yaka, c'était l'expression des années 70, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, au il n'y a pas le choix. Et la pensée unique, c'est le lieu du il n'y a pas le choix. Ceux qui ne croient pas à la démocratie, le peuple ne sait pas, nous savons. Parce que nous avons fait des études, parce que nous comprenons Wall Street. Pas tout à fait dit ça. Mais si, c'est ça. C'est toujours ce que disent les oligarques. Le peuple ne sait pas. Le peuple sait. Par exemple, regardez comment s'est faite la réforme des hedge funds, les fonds spéculatifs à Bruxelles. C'était totalement... Il n'y a pas eu de réforme, parce que tout a été influencé par les lobbies en amont, derrière, dans les coulisses, et qui fait qu'il y a une réforme. Et je suis sûr que vous aurez l'honnêteté de l'admettre, il y a plusieurs textes dans ce livre qui sont notamment un texte que j'ai prononcé devant le Grand Orient, devant les francs-maçons, qui est une apologie mathématique, une déduction par théorème de ce que est et doit être la laïcité, est et doit être la laïcité, est et doit être la laïcité, est et doit être la laïcité. Effectivement, c'est une certaine communautarisation depuis les années 70, incarnée par le CRIF,
Donc vous dénoncez très justement les dîners procès de la politique française, vous dénoncez la loi Guessot. C'est d'ailleurs parce que je l'ai dénoncé que j'ai eu tant de problèmes. Il faut expliquer ce que c'est que la loi Guessot. C'est une loi de 1990 qui interdit de remettre en cause la Shoah, l'existence de la Shoah. Je précise que moi je pense évidemment qu'il y a la Shoah, c'est vrai, je pense qu'on n'interdit pas les absurdités. Les négationnistes en France, monsieur Revel, sont des gens qui nient l'existence des chambres à gaz, c'est interdit par la loi, on les met en prison. On peut réviser. Donc de dire ça de quelqu'un comme Mathieu Kassovitz, qui en l'occurrence là n'a fait qu'émettre des doutes sur le 11 septembre, qui à ma connaissance, en France, je vous le rappelle, et c'est dans la Constitution, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Que vous voyez les gens en prison parce qu'ils doutent du 11 septembre, ça vous est réservé, mais ne l'imposez pas ou alors écrivez à votre député. S'exprimer librement. Oh, la liberté d'expression, pas à moi. 22 procès pour un sketch. On s'en fout de la vérité. Tu crois quoi de la vérité, toi? Il n'y a pas de vérité dans ce monde. C'est le mensonge, Robert. C'est le mensonge qui dirige le monde. Regardez ce qui se passe en France, messieurs, dames. Action non violente. À la commémoration de l'esclavage, j'aurais décommagé la police pour un simple t-shirt. Je crois que la France est passée aujourd'hui derrière le Suriname au niveau de la liberté de la presse. D'après la dernière classification de Reporters sans frontières, la France devient un pays d'interdit généralisé. On est très très loin de la France de la liberté voltairienne. Hein. Et ça, de manière très faux cul, de façon typiquement démocratie d'opinion. Ça se fait pas au nom d'une dictature, alors que c'est pratiquement ça, mais toujours au nom de la défense des minorités. C'est-à-dire que, donc comme finalement, on ne fait que persécuter la majorité au nom de la défense de minorités qui se multiplient de plus en plus. Et tout devient délit, et tout devient racisme, jusqu'à l'abstraction métaphysique délirante. Tout devient incitation à la haine raciale, tout devient haine, etc. Et ça commence ça a gêné beaucoup de gens. Ça fait baisser incroyablement le niveau. Mais effectivement, on tire sur cette ficelle, on tirera dessus jusqu'à ce qu'elle casse, hein, c'est évident. La vie de rêve. On te dit quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire. Être le mouton que tu aimes. Un exemple, Jean-Marie Millard, on a commencé ensemble. Hein. Un mec, il avait tout pour réussir, il remplissait le Stade de France. Il était heureux, le gars. Il s'est mis à contester les attentats du 11 septembre. Ah mais ils l'ont ruiné, en 3 mois, terminé. Je l'ai vu chez Arthur il y a 15 jours, il ne conteste plus rien. C'est fini. Je pense que ça sert à rien. Je crois que les gens comprennent qu'il y a des doutes sur cette affaire. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on remette totalement en cause des choses qui circulent quand même souvent sur des sites qui sont antisémites et d'extrême droite. C'est pas un reproche que je vous fais, mais il y en a beaucoup. Que nous ne sommes pas associés à ces sites. Je le souhaite pour vous aussi. Le judéo-bolchevique a été remplacé par l'arabo-islamique. C'est-à-dire dans les deux cas, quelqu'un qui est censé servir les intérêts étrangers et d'une cause planétaire et si possible totalitaire. C'est uniquement à cause du système. Ça, c'est la télévision. Tout est là. Tout est là. Regarde, écoute, à genoux, prie. La pub. On n'est plus productif, on ne sert plus à rien, c'est fini, ils n'ont plus besoin de personne. Tout est automatique, c'est quoi notre rôle maintenant? On est tous des consommateurs, Jim. C'est bon, dépense un max, tu seras un bon citoyen. Mais si tu dépenses pas, grand chef, si tu dépenses rien, t'es quoi? Hein? T'es quoi? Un malade mental. Malade mental. Malade mental. Rien n'est fondamentalement vrai ou faux. Tout est subjectif. Ces représentations émanent principalement de la famille, des groupes et des médias. Premier constat, la famille est détériorée, les divorces n'ont jamais été si nombreux et les enfants prennent le pouvoir, pendant que les vieux pourrissent dans des hospices.
les médias occupent un rôle central dans l'éducation des enfants. Donc, pour une forte majorité des êtres humains, leur vision de la réalité est le fruit des médias populaires. Que vous le vouliez ou non, votre esprit est conditionné. Le cas du 11 septembre est un exemple affligeant de vérité. L'événement fut tellement médiatisé que tout ce qu'en dit la télévision est automatiquement devenu vérité absolue. L'imaginaire des gens est formaté dans une bulle étanche, donnant une vision unique du monde. Ainsi, les médias peuvent transformer une idée bonne en une idée marginale. Par exemple, si vous estimez que l'hypersexualisation des mœurs est négative pour la société, vous allez être rejeté par une majorité qui estime qu'il faut vivre avec son temps. Les filles sérieuses, qui n'offrent pas leur corps rapidement et à plusieurs hommes, sont marginalisées. Mais si le présent n'est que la construction médiatique du passé, vivre avec son temps n'est en fait que le résultat d'une manipulation médiatique et ne veut strictement rien dire. La question qui se pose est celle-ci. Sommes-nous des trafiquants d'émotions fortes? Sommes-nous des courtiers en chair encore tiède? Ou bien avons-nous raison de vous montrer ce que vous n'auriez jamais dû ou pu voir? Avons-nous raison de penser qu'une civilisation se termine et qu'une autre commence? Les faits sont là. Il est certain que jamais les images n'ont eu autant d'importance qu'en ce moment. Autrefois, c'est vous qui faisiez les images, et maintenant, ce sont les images qui vous font. Dès lors que la télévision brise le respect de l'intégrité physique, dès lors qu'elle nous repense, nous refabrique, elle se rapproche de l'ultime transgression. En 1920, Freud découvre qu'un être humain est constitué par deux types de pulsions. Il y a deux grandes catégories de pulsions, ce qu'il appelle les pulsions de vie et les pulsions de mort. Les pulsions de vie, c'est des pulsions érotiques, c'est des pulsions qui cherchent à s'unir à l'autre et finalement à engendrer du vivant. Mais en même temps, l'être vivant est attiré par la mort. Parce que vivre, c'est fatigant, vivre, c'est une épreuve. Et donc, il y a dans tous les êtres vivants, dit Freud, en même temps qu'il y a une pulsion de vie, il y a une pulsion de mort. Ce que les gens qui exploitent ça sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de détruire la société. Ils sont en train de détruire toute confiance. Ils sont en train de détruire les relations entre les individus, entre les parents et les enfants, donc tous les modèles d'autorité. Ils produisent de l'incontrôlable. Ils produisent ce que j'ai appelé dans un livre des individus désaffectés. Ils produisent de la guerre civile. Ça ne peut que conduire à une hyper-violence. Puisque le président de la République en a appelé à Edgar Morin pour repenser la civilisation, je pense que voilà une vraie question de civilisation. Est-ce qu'il faut laisser aujourd'hui la télévision continuer à exploiter la pulsion comme un automatisme qui conduit au crime et qui est la vraie question de l'identité perdue? Parce que si les Français ont le sentiment d'avoir perdu leur identité, c'est pas du tout à cause des Maghrébins ou des Africains ou des Asiatiques qui s'installent en France. C'est parce que le marketing les a privés de leur culture. C'est parce que les parents n'ont plus de rapport à leurs enfants. C'est parce que les profs ne peuvent plus concurrencer la télé qui capte l'attention beaucoup plus efficacement que les profs, etc. C'est ça le vrai problème. Le message a changé. Avant, c'était « si vous achetez ça, vous serez à la mode ». Aujourd'hui, c'est plutôt « si vous achetez ça, vous serez heureux ». Celui qui se penche sur un problème déjà formulé pour trouver l'équation ou la formule qui donne la solution, c'est pas lui qui est intelligent. Or, c'est ça qu'on nous fait croire. Donc, des technocrates analysants, c'est des gens qui maîtrisent des techniques d'analyse et de calcul et qui confondent penser, réfléchir avec analyser et calculer. Et ils prennent des décisions sans état d'âme, du genre licencier 60 000 personnes en un jour, doubler son salaire de millions de salaires et dire « je souffre en plus ». Je prends des décisions difficiles. Mais ça, c'est des non-humains. Quelqu'un qui prend des décisions sans état d'âme et qui le dit, c'était quelqu'un qui est en train de dire « je ne suis pas un être humain ».
alors de quel droit le laissons-nous prendre des décisions qui touchent à des êtres humains?